À nouveau, bonjour à tous et à toutes. Donc, nous allons commencer, même si des personnes arrivent encore, ils prendront en cours de route. Alors, sur cette plénière de fin de matinée, nous allons parler de Gigafactory et des grands projets hydrogène. Aujourd'hui, les usines de fabrication d'équipements, de matériel sortent de terre et ouvrent leurs portes pour assurer une production massive d'hydrogène décarboné. Alors, les questions, c'est bien sûr, ces usines vont-elles tenir leurs promesses en termes de création d'emplois notamment, et permettent-elles de conserver ou alors de recréer des industries en France, et trouvent-elles leurs débouchés pour structurer toute la chaîne de valeur? Et surtout, quelles sont les perspectives à l'échelle des territoires, de nos territoires? Alors pour en parler, nous avons 4 intervenants ce matin. Je vais appeler tout d'abord Monsieur Jean-Claude Lagrange, qui est conseiller régional pour la Bourgogne-Franche-Comté et président de l'Agence de développement économique et régional. Voilà. Je vous laisse l'applaudir. J'invite à rejoindre la scène également Franck Le Baron, qui est vice-président adjoint hydrogène pour le groupe Engie. Nous accueillons également Antoine Ressico, qui est directeur général adjoint en charge des opérations pour l'entreprise McPhy. Et notre quatrième intervenant, c'est Monsieur Jean Gravelier, qui est directeur du pôle énergie et qui nous vient de la région des Hauts-de-France. Alors, messieurs, je vais commencer avec vous, Monsieur Lagrange. Prenez le micro. On va commencer avec un point sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est en phase avec le cap qui a été donné par l'État en matière d'hydrogène? Je pense que c'est difficile de dire le contraire, parce qu'une stratégie sur une filière aussi importante que celle qui est développée depuis 2 jours ne peut pas venir uniquement d'une volonté locale, même si j'en parlerai, la présidente en a parlé hier, la région Bourgogne, je pense comme d'autres régions, s'est vraiment impliquée pour accompagner cette politique de l'État et de l'Europe. Et c'est évident qu'on ne peut pas décréter simplement dans notre région de ce que sera demain la consommation, la fabrication et les coûts de l'hydrogène. C'est d'ailleurs un sujet qui est souvent évoqué, ce problème du coût. Mais quand je disais que la région est bien entendu dans la stratégie nationale et européenne, puisque on sait bien qu'au niveau de l'Europe, on en reparlera, il y a des coûts importants à mettre en œuvre. Peut-être même, il manque encore une visibilité européenne sur l'énergie. Mais à une époque pas si lointaine que ça, quand la présidente a annoncé, c'est moi qui l'avais fait au BIP, vous connaissez BPI, que la région mettait 100 millions d'euros dans la filière hydrogène, on était peut-être pas les premiers, mais ça montrait bien la volonté, en plus de la région, de s'impliquer fortement, et pas simplement sur le plan financier, on verra sur les dossiers qui vont être évoqués, en accompagnement de cette filière, dont la présidente l'a rappelé, n'émerge pas aujourd'hui. C'est un fruit de recherche, de travail depuis plusieurs années, et avec notamment cette labellisation qui était celle de la région il y a quelques années, où les premiers projets sont sortis qui faisaient de nous une région hydrogène, quoi. Alors, la région a bénéficié d'un fonds, le fonds Mogis. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler le contexte du fonds Mogis et puis après, comment ce fonds a contribué à l'émergence de la filière sur notre territoire en Bourgogne-Franche-Comté? Ici, certains pourront en témoigner puisqu'ils en ont profité, mais je pense que ce n'est pas simplement une question d'argent, parce qu'on a parlé beaucoup d'écosystèmes, et je pense que les entreprises qui bénéficient de ce fonds que je vais expliquer sont venues aussi parce qu'il y avait justement un écosystème, des infrastructures et des laboratoires nécessaires au développement de leur entreprise. Ce fonds, c'était peut-être à juste retour, notamment pour le secteur du Nord-Franche-Comté, puisque General Electric avait, au moment du rachat d'Alstom, de la branche Alstom, prévu 1000 emplois, la création de 1000 emplois. Ces emplois n'ont pas été créés, et donc, après des négociations assez âpres, General Electric a donc bloqué avec, à l'époque, l'État, 50 millions d'euros qui compensaient la perte des 1000 emplois, c'est-à-dire c'était 50 000 euros par emploi, avec la volonté que ce fonds privé, puisqu'il est géré par une fiducie,
et donc qui ne rentrent pas dans le cadre des aides publiques, puissent servir à accompagner des entreprises spécifiquement dans le secteur Nord-Franche-Comté, mais ça va de Montbéliard jusqu'à Belfort, en restant dans ce secteur-là, puisque c'est celui qui était le plus touché par ces pertes d'emploi ou ces besoins, parce que des pertes, il y en a eu aussi. Et donc ce fonds a servi notamment à accompagner les premiers projets. Là, je parlais des 7 premiers projets, ISTI, etc., qui faisaient partie des premières cibles. Et ensuite, on a vu arriver les gigafactories. Et je pense que malgré tout, certains, nous on avait ce fonds, d'autres ont des fonds de revitalisation. Je pense que notamment dans les Hauts-de-France ou dans d'autres régions, on connaît ça. Ce sont des éléments intéressants pour accompagner et donner un peu le petit coup de pouce financier. Mais je le répète, les chefs d'entreprise peuvent en parler. On ne vient pas d'abord pour tirer de l'argent. Je veux dire, c'est un peu une époque qui est révolue. Il y a peut-être encore cette espèce de fantasme qu'il y a des chercheurs de subventions. C'est pas vrai. On a vu qu'ici, si le fonds Mogis a accompagné, aujourd'hui on doit être une quinzaine d'entreprises, on a presque consommé la totalité du fonds. Il a accompagné des entreprises, il a accompagné des petites en ingénierie et d'autres entreprises qui ne sont pas toutes de la filière hydrogène. Et tout profil d'entreprise, en tout voilà, cas de la filière. Ça, tout à fait. Mais c'était un élément intéressant pour accompagner les projets sur ce territoire. Et aujourd'hui, par rapport à la place, alors pas en lien forcément avec le fonds Mogis, mais vraiment la situation de la région en termes de création de valeur, où elle se situe cette création de valeur, parce qu'il y a des petits projets, des plus grands projets, des gigafactories. Voilà, comment est positionné le curseur en termes de création de valeur? La création de valeur, on en a parlé, la présidente et d'autres parlent beaucoup du Nord-Franche-Comté, parce que c'est vrai que c'est parti de ce qui se faisait en matière de recherche et d'un écosystème, parce qu'en fait, les premiers qui arrivent attirent les autres. C'est un peu comme dans un lotissement, où c'est la première maison permet de montrer qu'il va se passer quelque chose. Et je pense que l'écosystème a démontré tout cet intérêt, ce qui nous a permis, et hier j'ai vu la représentante Dora, quelquefois d'être concurrents et de gagner, mais on ne gagne pas tout le temps. Ce que je peux dire, c'est que il y a cette valeur dans le Nord-Franche-Comté. On est ici à Dijon, où a été démontré l'intérêt de la station. Le maire d'Auxerre était là aussi. Je disais à mon voisin, il faut continuer de couvrir le territoire Bourgogne-Franche-Comté, quels que soient les usages, etc. Parce que je pense qu'accompagner l'État, c'est accompagner la décarbonation de l'industrie. Moi, je suis élu vice-président de l'économie au Creusot Mousseau-les-Mines. Creusot, Industile, etc. Tout le monde comprend bien qu'il faut continuer de travailler pour améliorer aussi, je ne dirais pas le rendement, mais aussi la capacité à fournir de l'hydrogène à meilleur prix. Donc dans les entreprises, on a, vous avez cité ISTI, donc c'est une plus petite. On est parti de ça, on n'avait pas McPhy dans le premier. Quoi. Mais voilà. Mais après est arrivé McPhy aussi. Voilà, c'est ça. Antoine Ressico, vous êtes fabricant d'électrolyseurs pour la société McPhy. Vous venez tout juste d'inaugurer à Belfort la Gigafactory. Quel est le périmètre de la Gigafactory et à quels besoins vous allez pouvoir répondre en termes de quantité de fabrication d'hydrogène, de production? Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, on a inauguré la Gigafactory il y a 2 semaines maintenant. On essaie de ne pas galvauder le terme Gigafactory qui peut être utilisé un peu à toutes les sauces. L'idée de cette usine, c'est de fabriquer l'équivalent d'1 gigawatt d'électrolyse par an, donc véritablement à cette échelle de Gigafactory. Donc ce sont des électrolyseurs de nouvelle génération, plus gros. Ce sont des briques d'électrolyseurs de 16 MW qui vont opérer des stacks qui sont le cœur de la réaction électrolytique, qui font eux-mêmes 4 MW, qui sont des nouveaux produits. Et donc on fabriquera à terme un stack par jour et une process unit de 16 MW tous les 4 jours. C'est une usine qui vient en complément du dispositif industriel de McPhy. McPhy, c'est une entreprise qui a 15 ans, originaire de Rhône-Alpes. On a une usine aujourd'hui en Italie qui fabrique déjà des stacks d'1 MW, déjà des électrolyseurs. Mais qui sont plus petits, qui couvrent plutôt un segment lié soit à un réseau de mobilité, soit à des premiers usages industriels, alors que ces nouveaux électrolyseurs de grande taille qu'on va fabriquer à Belfort, c'est typiquement la brique technologique pour décarboner l'industrie.
L'industrie lourde qu'on peut avoir par exemple dans les Hauts-de-France ou dans la vallée de la chimie. Oui, donc des industries de process qui vont utiliser aujourd'hui de l'hydrogène gris. L'électrolyse va permettre de substituer de l'hydrogène vert à de l'hydrogène gris. Donc ça peut être effectivement des process d'ammonia, des process de sidérurgie, comme on en trouve d'ailleurs dans les Hauts-de-France, ou de la cimenterie, ou d'autres investissements de ce type. Donc la décarbonation de l'industrie. Et donc la vocation de cette Gigafactory, c'est d'industrialiser la fabrication d'électrolyseurs, d'avoir des produits qui soient fabriqués de façon standard et modulaire pour répondre à des enjeux de 100, 200, 300 mégawatts, pas forcément beaucoup au-delà, ni trop en deçà de ces projets-là, qui vont être typiquement ceux dont les industriels ont besoin dans leurs grosses installations industrielles pour de l'hydrogène. Vous l'avez dit, vous venez de la région, l'entreprise de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous êtes basé, originaire en tout cas de l'Isère. Pourquoi vous avez fait le choix de remonter un peu plus au nord et de vous installer en Franche-Comté ? Alors là aussi, on va essayer de ne pas galvauder le terme écosystème, mais c'est un projet qui a duré 3 ans, même si la construction de l'usine s'est faite de façon très rapide en un peu plus de 16 mois. Et donc, au cours de ces 3 ans, évidemment, on a cherché le territoire pour accueillir cette Gigafactory. On a considéré de multiples territoires en France. Et honnêtement, il y en avait un certain nombre qui auraient parfaitement pu accueillir cette Gigafactory. Je me souviens qu'on avait travaillé beaucoup dans le Valenciennois aussi et que c'était parfaitement possible. Donc, on a défini un certain nombre de critères. Je rejoins ce que vous nous avez dit sur l'aspect subvention. Évidemment, les subventions, c'est un critère. Mais on ne construit pas un projet de cette taille-là parce qu'il y a quelques millions d'euros à la clé. Donc, dans le Nord-Franche-Comté, il y avait 2 choses. Un véritable écosystème, et par écosystème, j'entends des fournisseurs potentiels, des instituts, l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, l'UTBM, école d'ingénieurs, qui avec son premier master hydrogène. Un territoire très industriel. Nous, on a besoin de recruter à terme 450 emplois dans l'industrie. Il y avait aussi et surtout la volonté d'accompagner une PME comme la nôtre, qui reste de taille moyenne, voire même modeste à l'époque, dans toutes les facettes d'un projet comme celui-là. Construire une Gigafactory pour nous, c'est un changement d'échelle très important. Pouvoir signer un contrat à la fois avec la métropole, la région, les services de l'État, pour bien baliser la construction de ce projet, s'engager sur des interlocuteurs uniques, sur des calendriers de permis, d'accompagnement sur toute la partie aussi DREAL, c'était capital pour nous. Alors d'autres pouvaient le faire aussi, évidemment. Mais il y avait sur ce territoire ce qui nous a semblé être la combinaison unique de la présence industrielle. Et puis j'ajouterais, on a trouvé un terrain parfaitement plat, ce qui est important pour construire une usine. C'est un ancien aérodrome de l'OTAN ça nous convenait très bien. Et puis en conclusion également, nous sommes une entreprise européenne. Notre centre de recherche est à Berlin, on a une usine en Italie. On est sur un territoire frontalier avec cette culture aussi qui va avec. Et ça correspondait bien à notre projet. Ça a mis 16 mois, vous avez dit, pour construire la Gigafactory. C'est très rapide, non, par rapport à la moyenne ? À partir du moment où en amont, c'est allé vite aussi, finalement. Alors, on a mis, 7-8 mois. J'allais dire, c'est un peu l'avantage de la flexibilité d'une petite entreprise comme la nôtre. On peut prendre des décisions assez rapidement. On a eu très vite un soutien fort de l'État. Je pense qu'il faut quand même pas l'oublier. C'est la première Gigafactory d'électrolyseurs en France, mais c'est la première aussi en Europe qui est issue du PIEC, donc le fonds d'intérêt commun sur la filière hydrogène. Et donc, fort de ces soutiens-là, de l'argent, parce qu'on parle de 214 millions d'euros. Mais comment ça se répartit au niveau du montant investi par rapport aux subventions et vos investissements ? Alors, le PIEC, fondamentalement, ça aide une filière à monter en puissance. Donc le PIEC ne va pas financer la construction de l'usine en tant que telle, ou assez peu finalement, alors que le fonds Mogis va nous aider à la financer. Mais par contre, le PIEC va financer toute la R&D, puisque ce sont de nouveaux produits, et va aider McPhy dans les années qui viennent là, à monter en puissance, c'est-à-dire
à monter en production industrielle en étant compétitif dès le départ. Souvent, quand on démarre une activité, il y a des écarts de coûts, il y a des écarts de qualité, des choses comme ça, qui demandent énormément d'argent. Et donc le PIEC, c'est exactement ça, c'est qu'on arrive à un moment donné avec un effet de volume où on n'aura plus besoin de support financier et on sera compétitif sur le marché. Donc c'est tout l'intérêt de ce genre de projet. Donc pour répondre à votre question, l'investissement pour McPhy, c'est 50 millions d'euros, moitié pour la partie usine et moitié pour la partie process industriel à l'intérieur, et dont une petite partie sont liées aux subventions. Puis tout le reste, c'est la R&D, les ingénieurs qui vont aussi être recrutés à Belfort pour la montée en puissance techno des produits. Donc 450 personnes à terme, c'est ça? Oui. Okay. Et là, aujourd'hui, vous êtes à combien de collaborateurs à peu près? On vient juste d'ouvrir l'usine. Voilà, oui, c'est tout frais. Mais... Il y a une trentaine de personnes qui forment l'ossature de management de l'usine. Mais cette semaine, on accueille les premiers opérateurs de fabrication à l'usine et qui vont commencer à fabriquer cet été une partie des produits. Et ceux qui sont aujourd'hui dans l'usine sont principalement des gens soit qui gèrent l'administration, le recrutement et puis les processus de l'usine, mais aussi qui supervisent la fabrication des process industriels qui sont eux aussi dans la région, puisqu'on a choisi des acteurs locaux pour nos process industriels. Donc oui, une vraie création de valeur aussi humaine et d'entreprise. C'est l'idée, quand on s'inscrit dans un écosystème, c'est pas pour aller acheter tout à l'extérieur, donc ça vaut aussi bien pour la fabrication de l'usine elle-même. On parle de création de valeur. 60% des fournisseurs de composants, pas de composants, mais de matériaux, de prestations pour la construction de l'usine étaient locaux. Et puis, évidemment, les gens qu'on recrute, mais aussi les fournisseurs, les premiers fournisseurs. Alors, on n'achètera peut-être pas tout à 10 km de Belfort, mais on a trouvé des partenaires industriels, et c'est ça qu'on était venu chercher aussi. Donc un projet qui rentre dans le cadre du PIEC, ça regroupait 15 pays, 35 entreprises et la France était la plus représentée, donc vous en êtes un bon exemple. Hier soir, il y a aussi une remise de prix pour Symbio qui fait des piles à combustible qui fait partie aussi du PIEC. Dans la région des Hauts-de-France, Jean Gravelier, vous avez aussi eu des projets qui sont portés par le PIEC ou l'IPSEI. Alors, il y en a un qu'on peut citer. Étonnamment, il concerne la mobilité, alors qu'on est une région plus grande industrie lourde. C'est Plastic Omnium, donc OPI Mobility, on voit bien son ambition, qui veut devenir un opérateur majeur en Europe sur la question de la mobilité, en essayant de mettre en place toute la chaîne de valeur, donc pile à combustible, stockage, distribution d'hydrogène, avec des usines en Autriche, ça c'est à Wels, à Dittingen en Allemagne, et puis Compiègne en France, donc une usine de stockage qui verra le jour, qui commencera à produire en septembre 2025, à une capacité de 80 000 réservoirs par an. Voilà. Le PIEC des Hauts-de-France. Le PIEC des Hauts-de-France. Et pour aller un peu plus loin sur votre région, vous l'avez dit, une région industrielle. Je ne sais pas si on peut avoir la carte des Hauts-de-France. Bon, ça va arriver. Les projets porteurs aujourd'hui, la voici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Mais ça peut. Voilà, vous pouvez nous expliquer un petit peu les projets qui sont portés. On en voit plusieurs. Bon, alors évidemment, il y a à Dunkerque. C'est un projet dont on a entendu parler, mais il y en a d'autres. Oui, alors c'est vrai que Dunkerque joue toujours un rôle un peu leader de locomotive, parce que l'ambition de Dunkerque, c'est de se dire on est le premier site émetteur de CO2, il faut qu'on devienne le premier site émetteur de solutions de décarbonation. Bon, alors il y a un côté slogan là-dedans, mais en tout cas, il y a eu une réunion des industriels sur ce constat-là. Si on ne décarbone pas, nous mourrons. Et donc, il y a une véritable dynamique qui est en œuvre. Et donc, sur l'hydrogène, il y a un projet de production massive d'hydrogène à Dunkerque. Il y a également le projet Reuse sur des e-carburants, un petit projet avec Inamix sur la mobilité, et puis une réflexion sur des infrastructures hydrogène. Et tout ça, bien sûr, est lié à l'industrie lourde, la sidérurgie, avec ArcelorMittal.
Mais il n'y a pas que Dunkerque, il y a aussi Valenciennes qui me semble être un pôle important. On va retrouver un projet avec H2V qui a été annoncé plus récemment. Il y a d'autres projets. Alors, il y a Verso avec peut-être le SAFRE. Enfin, voilà. Après, on peut reprendre toute la carte. On pourrait citer beaucoup de projets. Vous avez parlé tout à l'heure des fonds de, comment ça s'appelle déjà, de reversion, donc comment on dit, de reconversion, voilà, c'est ça. Ce qui est marrant, c'est que dans les Hauts-de-France, on a démarré avec ça, c'est-à-dire que c'était la fermeture de la raffinerie Total à Dunkerque. Il y a eu de l'argent qui a été mis pour réfléchir sur des routes de l'hydrogène, mais c'était vraiment il y a 10 ans, et c'est quand même assez drôle de voir comment aujourd'hui on a largement avancé par rapport à ces idées avec des projets de production massive d'hydrogène dans les Hauts-de-France. Voilà. On reviendra après sur la création de valeur dans vos territoires par rapport aux frontières, mais avant ça, je voudrais qu'on passe la parole à Franck Le Baron. Donc on a des gigafactories d'électrolyseurs, des gigafactories de réservoirs, donc une industrie d'équipements qui se met en place, qui voit le jour, pour répondre à des grands besoins, puisque comme disait Antoine tout de suite, c'est pour une production en tout cas massive. C'est quoi aujourd'hui pour vous chez Engie un grand projet hydrogène? Est-ce que c'est la même chose qu'il y a 2-3 ans ou voilà? Merci Marion. Bonjour à tous, merci d'être là. L'auditorium n'est pas plein, mais vous avez raison d'être là, c'est un beau sujet. Et d'ailleurs, la table ronde, je trouve c'est intéressant d'avoir mélangé à la fois du public et du privé, du territoire, des fournisseurs, un énergéticien. On se parle tous ensemble et c'est important, on est là pour que ça avance. Donc, j'ai fait une digression, mais voilà, merci pour cette organisation. Un grand projet, et je rebondis sur ce que disait Antoine tout à l'heure, il disait Gigafactory, c'est un mot un peu galvaudé, c'est comme gigawatt. Il y a encore 3 ans, on disait, allez, on va faire du gigawatt, on fait des gigafactories. On est revenu un petit peu les pieds sur terre, donc on est plus pragmatique, plus réaliste, et on se dit, il y a des complications, à la fois dans les financements des projets, dans la technique, on est tous en train d'apprendre. On est en train d'apprendre. Il faut pas se leurrer, il faut être réaliste. On y croit toujours, évidemment, mais il y a un passage qui est peut-être un petit peu plus compliqué que ce qui était prévu à l'origine. Donc, arrêtons de parler de gigawatts, etc. tout de suite. En revanche, commençons à faire alors les 1 mégawatt, on sait faire, mais passer à des 10 mégawatts, 20 mégawatts. Soyons raisonnables, mais toujours en se disant, le grand projet, il faut l'avoir à l'esprit pour après. C'est-à-dire que si je fais un 20 mégawatts ou un 50 mégawatts quelque part, il faut que je me dise, c'est peut-être une première brique d'un projet plus large, donc autant réserver le foncier pour envisager la suite, autant envisager peut-être de la production avec de l'export, au sens export pas forcément à l'étranger, mais en tout cas par pipeline ou par... Et se dire, il faut que je sois dans un écosystème déjà existant, avec potentiellement des pipes qui vont être construits, ou de la logistique, ou si je fais mon premier projet hydrogène de 20 MW, 50 MW pour un industriel qui est mon premier off-taker, qui est mon encore client, il faut que j'envisage du multi-usage. Alors ça peut être dans un premier temps un industriel qui va vous apporter du volume, mais vous dites à terme je vais faire de la mobilité. Donc un grand projet aujourd'hui, vous le savez tous, les plus gros électrolyseurs opérationnels dans le monde aujourd'hui, c'est du 20 MW. Donc voilà, soyons réalistes, pragmatiques, apprenons tous ensemble, on se parle, on apprend. McPhy est un de nos fournisseurs, on apprend ensemble, c'est pas facile, mais on se parle, on communique. Et peut-être, pour terminer, comme le chemin est sinueux, peut-être plus sinueux que ce qu'on avait imaginé à l'origine, c'est important de travailler avec des gens en qui on peut avoir confiance, parce que le contrat, il est là, c'est bien, mais tout n'est pas écrit dans le contrat. Il faut qu'on travaille avec des partenaires, donc il faut créer ces relations de confiance. Et des événements comme celui que vous organisez aujourd'hui, la région Dijon et France Hydrogène, c'est des moments où on se rencontre, on peut se parler, on se partage nos difficultés, on apprend à se connaître. Et du coup, c'est plus facile de créer Et bon, là, on a 2 régions autour de nous. À cette table ronde, c'est des régions où Engie est très présent. On est présent pour d'autres métiers. Et c'est plus facile pour nous de développer des projets hydrogène parce que voilà, il y a la confiance, le partenariat.
J'ai un peu digressé, mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais... Si, c'est très clair. Aujourd'hui, alors si on est sur des 20 mégawatts, des stations comme on a pu inaugurer lundi avec notamment Engie en tant qu'actionnaire et McPhy comme partenaire, passer à 100 mégawatts, c'est aussi l'objectif des électrolyseurs de votre entreprise. Comment vous choisissez en tant qu'énergéticien le site pour implanter une production massive? Oui, alors vous avez proposé que je montre une carte, donc vous avez à l'écran une carte. Voilà, inutile de rentrer dans le détail, mais c'est pour montrer que... On n'a pas que la France, là. Hein. Là, on est sur le... Alors oui, effectivement, on est sur le monde. Pourquoi? Alors c'est vrai qu'on aurait, nous, Engie, on aurait rêvé de faire notre premier gros électrolyseur en France. Mais on voit aujourd'hui, le cadre régulatoire, les règles du jeu ne sont pas tout à fait claires. Les subventions ne sont pas forcément arrivées sur les projets. Donc, le fait est qu'on a fait notre premier gros électrolyseur. Le plus gros qu'on opère aujourd'hui, c'est un 3,5 MW. Vous allez me dire qu'on n'est pas au gigawatt, mais c'est déjà une première. On l'a inauguré en mai 2022 en Afrique du Sud. Le second, ça sera un 10 MW en Australie qu'on fait pour fabriquer de l'ammoniac pour Yara. Donc, il est en construction actuellement. Alors, j'allais dire, on se fait les dents à l'étranger, hein, on apprend, et donc au bénéfice de la fois de nous, mais aussi de nos partenaires. Ça nous permet d'apprendre. C'est vrai qu'on aurait rêvé de le faire près de la maison, mais ça ne s'est pas fait. En revanche, on imagine, vous savez, c'est public, on a des projets avec Total Energy comme Massilia pour la raffinerie de la Med. Ça, c'est des projets sur lesquels on travaille et dont on espère qu'une décision d'investir sera prise dans les mois qui viennent. Il en est où le projet Massilia, juste pour faire un petit point sur alors, je vais vous en dire un mot, effectivement. Mais donc, on regarde aujourd'hui une quinzaine de pays. Et pour répondre à votre question sur le choix des sites, vous savez, quand on choisit un site de production d'hydrogène, il faut des énergies renouvelables. Parce qu'à terme, ce qu'on veut faire, c'est quand même de l'hydrogène renouvelable. Même si en transitoire, on fera de l'hydrogène bleu ou gris. Alors nous, on ne fera pas du gris, mais on peut utiliser de l'hydrogène fabriqué à partir de... Bon, bref, on va faire des électrolyseurs et à terme, donc ce qu'on veut, c'est avoir quand même un environnement avec des énergies renouvelables pour à terme faire du renouvelable, abondante et si possible accessible financièrement. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième, il faut que ce soit des pays qui ont défini un cadre clair, régulatoire. Un pays qui n'a pas envie de développer l'hydrogène, ça va être compliqué. Donc il faut un cadre régulatoire. S'il peut y avoir des subventions, c'est mieux. Vous avez un troisième critère qui est qu'il faut des clients. Parce qu'on peut imaginer, vous avez des pays comme le Maroc aujourd'hui qui s'imaginent, à raison, mais futurs exportateurs d'hydrogène. Mais ce n'est pas pour tout de suite, ça va prendre du temps. Les bateaux n'existent pas, sauf si on transporte de l'ammoniac. Donc, je veux dire, ça va prendre du temps. Donc, dans un premier temps, il faut quand même des consommateurs locaux. On peut imaginer un hub qui, à terme, exportera de l'hydrogène ou une autre molécule. Mais dans un premier temps, il faut un consommateur local. Donc, il faut un premier client local, donc il faut des clients. Et dernier point, je rajouterais, nous, Engie, pour qu'on développe un projet hydrogène, on va le développer dans un pays ou dans un lieu qu'on connaît, avec lequel on est déjà connecté avec les pouvoirs publics, avec les écosystèmes, les fournisseurs, les IPCistes, etc. Parce qu'aller développer on sait tous que les projets hydrogène sont un petit peu compliqués à développer. Si on n'est pas dans un environnement familier, ça va être compliqué. Donc voilà, 4 critères pour choisir les lieux. Donc vous avez une quinzaine de pays qu'on regarde aujourd'hui, avec évidemment un focus sur la France, parce que là on est dans un événement plutôt territorial. En France, on a des projets effectivement de production, mais aussi de mobilité. Et peut-être, on y reviendra tout à l'heure, mais quand on parle de grands projets, là vous avez sous-entendu grands projets de production, mais n'oublions pas les infrastructures qui seront nécessaires. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, notamment dans les Hauts-de-France. Vous avez des projets de pipe qui seront nécessaires à terme. Il faudra qu'il y ait un réseau d'hydrogénoducs, de pipes dédiés à hydrogène. Donc en particulier notre filiale GRTgaz, vous avez vu dans la presse, a pris la décision d'investir d'un projet de 100 km de pipeline dédié justement vers l'Allemagne. Ça, c'est une première étape. Vous aurez besoin de stockage. Notre filiale Storengy fait la même chose. On a fait une célébration l'année dernière pour inaugurer Hipster, qui est un premier stockage souterrain en cavité saline. Donc les grands projets, ils sont aussi dans les infrastructures. Et les grands projets, peut-être une dernière chose, un grand projet, ça peut être un grand projet de Gigafactory, de grands projets, mais ça peut être aussi un projet territorial. Alors je ne vais pas citer le niveau de région, mais peut-être la région Auvergne-Rhône-Alpes.
on est partenaire avec la région et Michelin d'un projet Zero Emission Valley Impulsion, sous la marque Impulsion. Et ben ça, c'est un grand projet parce que c'est un réseau de stations. C'est un projet territorial, donc c'est aussi un grand projet public-privé. C'est important d'avoir cette notion de grand projet. Peut-être qu'il y a 3-4 ans, on imagine des trucs un peu plus grands, mais allons-y pas à pas. Donc toute la chaîne de valeur, le grand projet, pour résumer, en tout cas, c'est de la production jusqu'au transport, jusqu'au stockage de l'hydrogène. Vraiment, c'est ça la création de valeur sur un territoire. Le long de la chaîne de valeur, il faut que les acteurs de la chaîne de valeur se parlent, parce que finalement, les jointures sont pas forcément très claires. Et peut-être, dernière chose, après je vous rends le micro, mais sur vous disiez j'ai perdu le fil du coup. Non, je ne voulais pas parler de Massilia parce qu'on y reparlera après. Mais on parlait d'impulsion. D'impulsion, non, mais bon, c'est pas. Si, impulsion, je vais dire un mot, c'est un peu d'impulsion. Parce que. Impulsion, c'est un projet qui a été intelligent à l'époque. La région Auvergne-Rhône-Alpes, Michelin et Engie se sont dit bon, vous connaissez tous le problème de la poule et de l'œuf. Hein. Si on a des véhicules, on n'a pas de station, ça ne marche pas. Si on a des stations et des véhicules, ça ne marche pas. Et le projet Zero Emission Valley est allé chercher des subventions à l'Europe, entre autres, mais aussi à l'ADEME, en disant on aimerait bien une subvention pour couvrir une partie du CAPEX, mais aussi ça serait intelligent de subventionner les 1200 premiers véhicules. Et du coup, le truc s'est enclenché avec à la fois l'offre et la demande. Et je trouve de lier comme ça par la subvention cette offre et cette demande casse le problème de la poule et de l'œuf. Et du coup, on peut dérouler plus. Et c'est là l'intelligence aussi des partenariats publics-privés. On arrive à faire des choses très intelligentes. J'étais lundi à l'inauguration de la station de Dijon. Ça, c'est un super partenariat public-privé. Bon, je m'arrête. Non, mais c'est très clair. Pour revenir à la région des Hauts-de-France, aujourd'hui, la création de valeur sur votre territoire, vous avez des atouts. Alors là, on a une carte. Voilà, on a une carte de votre territoire avec des frontières. La création de valeur que vous pouvez avoir sur votre territoire peut-elle aussi être grâce à vos pays frontaliers, Oui, alors c'est clair que le positionnement des Hauts-de-France joue un rôle, ou on espère qu'il va jouer un rôle. Moi, je dis souvent, je participe à un groupe au Benelux qui s'appelle Benelux Plus. C'est Benelux plus les 6 régions voisines qui entourent le Benelux. Donc évidemment, on en fait partie, comme le Grand Est d'ailleurs. Et on voit qu'au Benelux, tout est quand même déjà prêt. Les infrastructures et les projets se grèvent sur les infrastructures. Bon, c'est encore sur le papier, mais on voit que ça va sortir. Et évidemment, c'est parce qu'ils ont un hinterland qui est immense, qui s'appelle le marché allemand. Et puis leur propre marché interne, et avec aussi cet inconvénient qui est qu'ils n'ont pas d'électricité décarbonée. Donc ils vont miser sur l'importation, et on voit qu'ils se structurent énormément là-dessus. Et donc, vu de Paris ou de Dijon, on peut se dire, bah, super, vous êtes, voilà, le cœur battant, c'est le Benelux, vous êtes à côté, donc c'est génial. Mais quand on est là, c'est un peu comme quand c'est la fête chez les voisins, mais pas chez vous à côté, quoi, et vous ne pouvez pas dormir. C'est un peu ça, quoi. Alors, moi, ce que je dis souvent, c'est, est-ce qu'on veut que l'hydrogène vienne du Benelux chez nous, ou est-ce qu'on veut être vraiment des producteurs d'hydrogène? Et donc, la question, alors, 1, production, bien sûr, importation, why not? Mais 2, infrastructures. Donc les infrastructures transfrontalières sont très importantes. Donc côté Dunkerque, côté Valenciennes, le Valenciennois, et historiquement c'est une ville depuis le Moyen-Âge qui est née comme étant une zone de logistique et de commerce pour les ports de la mer du Nord, pour la façade maritime de la mer du Nord. Donc elle peut jouer un rôle sur l'hydrogène, fournir de l'hydrogène pour les raffineries du port d'Anvers et pourquoi pas Rotterdam. Donc effectivement, il y a des open seasons qui ont été lancés par GRT Gaz côté Dunkerque et côté Valenciennes, avec le pendant côté belge avec Fluxys. Et alors, ce qu'il faudrait, alors c'est là où j'ai une petite interpellation à faire, c'est que on peut entendre à la fois sur le plan local ou pouvoir public un réflexe franchouillard qui est de dire mon électricité, mon eau, c'est pour mon hydrogène. Voilà. Alors, si on veut commencer la filière, il faut bien commencer quelque part. Donc, il faut viser des gros projets. Certes, une partie va partir à l'export, mais ça permettra aussi de pouvoir financer
des usages à moindre coût, plutôt qu'avec des petits électrolyseurs qui vont mettre l'hydrogène à 12 € le kilo, voire plus aujourd'hui. Et on pourra rester dans une zone qui va aider pour démarrer. Donc on ne peut pas courir tous les lièvres. C'est bien de dire qu'il faut faire 6,5 gigawatts d'électrolyseurs en France. Il ne faut pas être trop regardant comment, parce qu'il faut commencer, quoi. Il y a un moment, il faut commencer. Il faut accepter le brouillon avant d'avoir la copie finale. Voilà, bon. Je ne sais pas si... Et l'État vous accompagne dans ces projets transfrontaliers ou pas forcément? Il reste sur des projets territoires, on va dire intramuros. Qui accompagne? Je n'ai pas compris. L'État. L'État. L'État, c'est ce que je vous ai dit, non? Oui, non. Je crois qu'il y a un attentisme, en fait. Alors, c'est vrai que ces questions d'infrastructure ne sont pas simples, parce que tant qu'il n'y a pas des volumes, on se dit, y a-t-il vraiment besoin d'infrastructures? Mais je pense que... Alors pour nous, il ne s'agit pas d'aller faire des pipes de 300 km, il ne s'agit pas de Barmed, il s'agit simplement de pipes qui vont de Dunkerque vers la Belgique et de Valenciennes vers la Belgique. Je vois que ça pour le moment. Pour le moment, c'est encore très embryonnaire, mais il faut faire avancer l'idée. Antoine Ressico, tout à l'heure, on a parlé un petit peu de la création de valeur sur le territoire de votre Gigafactory McPhy, avec 450 emplois à terme. Aujourd'hui, vous êtes à une trentaine, donc il va y avoir une réelle progression. Quels sont les autres éléments de création de valeur sur ce territoire grâce à l'usine McPhy aujourd'hui, au-delà des emplois, et puis même dans les emplois, dans les profils qui sont recherchés, qui sont attendus? Alors oui, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, il y a de la création de valeur par la supply chain locale, à la fois sur l'usine, à la fois sur les électrolyseurs qu'on va fabriquer, les recrutements, et donc dans les profils de recrutement, ça va être 2 tiers en fabrication, mais un bon tiers des effectifs vont être des ingénieurs qui vont permettre de développer les nouvelles technologies. Puis les électrolyseurs de demain, là on industrialise ceux qui vont faire 16 MW, mais dans 5 ans, ça sera encore une autre échelle ou d'autres produits. Et la création de valeur, elle passe aussi par ces échanges avec le milieu académique. Aujourd'hui, McPhy participe au master hydrogène à l'UTBM, par exemple. Et c'est d'ailleurs un des paramètres du PIEC, une des contreparties que chaque industriel doit fournir quand il reçoit ces subventions-là, c'est de participer à la création d'une filière et donc faire en sorte que cette usine elle soit ouverte sur le territoire, voire même au-delà, à tout un tas d'acteurs, des potentiels fournisseurs, mais aussi, je le disais, des universités, des chercheurs, et qu'on crée, au-delà d'un outil de fabrication industrielle, un outil d'apprentissage et de création d'une filière. Parce que l'industrialisation d'un produit, c'est pas très simple. On nous demande dans les filières hydrogène de faire un petit peu en 10 ans ce que l'éolien a fait en 40 ans. Quand on change d'échelle sur une éolienne, quand on passe d'une pale de 20 mètres à 100 mètres, on ne multiplie juste pas par 5 les process industriels, on multiplie par 5 les problèmes, voire même plus. Et donc, il faut mobiliser tout un tas de connaissances, de pratiques, pour passer à cette échelle de produit. Et ça me permet de rebondir un peu sur ce que disait Franck tout à l'heure, parce que je pense qu'il a tout à fait raison. On sait que les enjeux de la décarbonation de l'industrie, c'est des échelles de 100, 200, 300 mégawatts. C'est évident pour arriver à ces process industriels. Mais il ne faut pas sauter par-dessus des échelles intermédiaires qui vont nous permettre de fiabiliser les produits, de valider de la technologie. Encore une fois, passer d'un électrolyseur de 1 MW à 20 MW, c'est déjà un grand saut technologique et il faut pouvoir fiabiliser ça. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé d'industrialiser des produits standards autour de 16 MW, parce que ça nous paraît être la bonne échelle pour plein de raisons, notamment des raisons de transport, mais pas seulement. La bonne échelle pour adresser des premières briques d'industriels qui après vont agrandir leurs besoins. Notre premier client de la Gigafactory, c'est un client allemand qui a un enjeu de 64 MW d'électrolyse, mais qui va commencer par une première brique de 16 et qui va démarrer ça. Mais il a évidemment loué le terrain, enfin il a prévu le foncier pour la suite. Et donc
Voilà, donc pour revenir à votre question, il faut qu'on fasse ça en écosystème avec toute la valeur qu'un territoire peut apporter dans cette aventure-là. Si vous permettez, Marion, juste rebondir sur ce que dit Antoine. La fiabilité des électrolyseurs, c'est vrai qu'on est en train de progresser, c'est remarquable. Il n'y a pas que les électrolyseurs, il y a aussi ce qu'on appelle le balance of plant, les compresseurs et tous ces équipements qui travaillent ensemble. Et ce qu'on a aussi découvert, c'est quand même l'impact de la variabilité des énergies renouvelables sur le comportement des électrolyseurs. Parce qu'en fait, on dit les électrolyseurs, voilà, ça existe depuis des décennies, on fait de l'hydrogène depuis très longtemps. En fait, on ne l'utilisait pas du tout de la même façon. Donc, il y a ça aussi à apprendre. Et ça, je ne dis pas qu'on le découvre, mais on l'apprend. Donc, il n'y a pas que l'électrolyseur, il y a aussi tout cet environnement. Et je trouve que l'industrie s'est mise en marche pour apprendre, partager. Les gens communiquent bien, donc on va y arriver. Il faut être confiant. Oui, et alors, c'est un enjeu évidemment très important, la gestion de l'intermittence de l'énergie dans le fonctionnement des électrolyseurs. Et il faut que ça nous rende optimistes, parce qu'aujourd'hui, on pourrait se dire, parce qu'on ne parle pas de chinois aujourd'hui, là, mais enfin, quand même, dans les capacités industrielles installées dans le monde, 70% des gigafactories, elles sont en Chine aujourd'hui. Hein. Quand j'ai 70%, je crois même que je suis sur le chiffre le plus bas. Hein. Mais les électrolyseurs chinois, aujourd'hui, la gestion de l'intermittence, ils n'y arrivent pas. Hein. Donc, ils n'ont pas tant d'avance que ça sur l'électrolyse. Donc ce n'est pas le seul paramètre, mais c'est extrêmement important. L'utilisation de ce phénomène électrochimique qui évidemment est centenaire dans les applications qui vont permettre de décarboner l'industrie, eh bien, c'est le verrou technologique qu'il faut lever à la bonne échelle. Et je partage tout à fait ce constat. Vous êtes confiant vous êtes plutôt pour l'instant une position, parce que vous êtes engagé dans une production massive quand même, mais quel est un peu l'état d'esprit aujourd'hui à l'instant T de McPhy? Alors on est des entrepreneurs, donc par définition on est optimiste. Confiant, je ne sais pas, mais on est optimiste. Oui. On y passe pas mal d'énergie, on va dire, si on peut faire sans mauvais jeu de mots. Mais non, on est optimiste, c'est pour ça qu'on investit, c'est pour ça qu'il y a des gens qui nous rejoignent aussi dans l'entreprise et que finalement, on n'a pas beaucoup de mal à recruter aujourd'hui des talents qui viennent d'autres industries qui ont envie de se projeter là-dedans. Bon, je pense qu'on a tous passé l'euphorie qu'il y avait dans les années 2020-2021 et c'est peut-être pas plus mal. Comme ça permet de regarder véritablement les enjeux et les problèmes qu'il y a à régler. Je parlais du problème technologique, hein, évidemment, c'est un vrai sujet, mais sur lequel il y a beaucoup de mobilisation et il y a vraiment des solutions en perspective. Et puis, il y a une histoire de filière où il faut aller au bout, c'est-à-dire que l'accompagnement de l'État a été fondamental pour créer les briques technologiques, pour créer la filière sur l'aspect offre, hein, offre techno. Je veux dire, sans l'État, il n'y aurait pas de Gigafactory à Belfort aujourd'hui, ça c'est évident. Mais maintenant, il faut travailler aussi un peu sur la demande, sur les usages. Et on a besoin de ce soutien continu pour que on puisse démontrer les premiers usages et à la vraie échelle. Hein. Donc ça, c'est un des problématiques. Et le soutien de l'État, il peut aussi passer par une bonne visibilité sur les coûts de l'électricité, notamment, hein, qui permettent à des industriels de se projeter, d'avoir des business plans qui tiennent la route. Évidemment la partie réglementaire, voilà, c'est pas que des subventions, c'est créer les conditions pour que les clients ils soient sereins et confiants, pour prendre votre mot. Juste très court, je suis en train de vous planter votre déroulé, mais je suis content qu'Antoine parle le soutien de l'État aux Gigafactories, c'était très bien, mais ce qu'il y a, c'est que les Gigafactories, si elles produisent des électrolyseurs et que vous n'avez personne derrière pour acheter, développer les projets, etc., ça ne va pas. Donc effectivement, l'État aujourd'hui doit soutenir le long de la chaîne de valeur les autres projets, parce que sinon, on serait désolé de voir vos gigafactories faire des électrolyseurs qui n'ont pas d'utilisation. Donc c'est vrai, c'est un message qu'on veut faire passer nous, c'est que voilà, c'était très bien, mais il faut aussi penser aux infrastructures, au soutien à la demande. C'est très important. Donc là, on a deux privés qui viennent de s'exprimer sur des difficultés qui peuvent être rencontrées. Jean-Claude Lagrange, comment on peut connecter en région un marché, une économie et les projets hydrogène pour que tout roule bien Je pense qu'Antoine a évoqué le point clé aujourd'hui, c'est que
la filière existe, il se crée des usines, il faut aller plus loin, il faut trouver des marchés, il faut trouver des prix qui soient acceptables. Je rencontrais ce soir le PDG d'EDF. Je lui dirais un peu ce qui est sorti d'ailleurs de ce que disait Olivier Luancy. On veut réindustrialiser, mais au prix de l'énergie aujourd'hui, de l'électricité, il faudra peut-être voir autrement. C'est une parenthèse. En termes de valeur ajoutée, il faut quand même savoir que si on parle beaucoup du Nord-Franche-Comté, je pense que mon collègue des Hauts-de-France peut dire la même chose. On réindustrialise à partir de ce qui existait déjà, des bassins industriels importants. Et en faisant ces implantations, on redonne aussi un peu espoir dans l'industrie. Beaucoup ont dit il faut redonner envie à des jeunes, il faut reformer des gens. Et je ne sais pas si le sujet a été abordé dans les ateliers. C'est aussi une des compétences de la région, c'est d'accompagner avec ces territoires justement tous ces besoins de formation sur des nouveaux métiers. Alors peut-être plus en recherche, développement, mais aussi sur des opérateurs qui vont venir d'autres industries. Dans le Nord-Franche-Comté, on sait ce qu'est l'industrie automobile et les mutations. Donc c'est ça aussi les valeurs. Je pense qu'au-delà de ce que souhaitait la région Bourgogne, c'était de faire venir dans cette filière hydrogène des grands capitaines, c'était de redonner espoir aussi dans des bassins industriels que l'industrie n'est pas finie et que c'est comme ça qu'on va aider, à mon avis, à une filière nationale. On a perdu les batteries contre les Hauts-de-France, on a gagné McPhy, nous. Mais en fait, ça profite à l'échelle nationale, c'est ce qui est le plus important, je l'avais dit au porteur de projet là. Mais c'est ça qu'il faut qu'on ait en tête. Et chacun dans notre région, je pense qu'on a des atouts. Et ce qui était évoqué, 450 emplois, ils seront plus tous les autres, hein, ne seront pas forcément tous issus du bassin actuel. Donc il faut savoir les attirer, leur donner des conditions de vie, donc de services publics. Et c'est aussi, là je transgresse complètement, un peu la volonté de cette région comme d'autres, de renforcer l'attractivité. C'est pas simplement la région de Dijon où il fait bon boire et manger. J'ai l'impression qu'ils en étaient tous contents hier, d'ailleurs. C'est aussi d'y travailler dans de bonnes conditions, avec des services publics, médicaux, etc. Et c'est un autre sujet, et ça rejoint ce que je disais, aussi les questions de formation, quoi. Donc ça fait partie de la création de valeur, en tout cas au sein des territoires. Et puis, vous, de votre côté, Jean Gravelier, sur la région des Hauts-de-France, où allez-vous en matière d'hydrogène ? Je crois qu'il y a eu une feuille de route qui a été écrite il y a peu de temps. Oui, alors on a refait une feuille de route, il en existait une, et puis évidemment l'actualité de l'hydrogène se précise, donc on a réécrit une feuille de route qui justement, bon, la carte que vous avez vu qu'elle a été découpée en sous-bassins, et qui va nous amener à essayer de voir dans chacun de ces sous-bassins où sont les freins, où sont les usages, où est-ce qu'on peut pousser les usages, enfin essayer d'avoir un travail un peu plus de fourmi pour dynamiser la dynamique hydrogène. Aussi, ne pas fermer toutes les portes. Tout à l'heure, dans un autre atelier, on a dit il n'y a pas que l'électrolyse, et je pense aussi qu'il y a des phases transitoires qui peuvent très bien apporter des solutions, surtout si l'électricité est chère. Je pense à la pyrogasification, la gasification hydrothermale, ce sont des mots très savants, mais en gros, c'est biomasse to hydrogène, voilà. Et donc, il ne s'agit pas d'aller mettre toute la biomasse dans l'hydrogène, ça serait vraiment une bêtise, mais un certain volume, entre-temps, avant qu'il y ait une massification, ça peut être une astuce. En tout cas, c'est des choses qui peuvent être poussées. Les TRL de la pyro sont tout à fait, permettent une commercialisation. Bon voilà, donc c'est un peu ça qui va être en cours. Moi, ce que je constate, c'est que l'hydrogène, ça fonctionne quand il y a des couples produits-marché, et quand le marché est prêt à mettre un premium. Je n'ai pas parlé d'un projet, c'est Fertigi, capitaux espagnols, en joint avec une coopérative française pour produire des engrais. Et vous avez un off-taker qui est Heineken, enfin, ou en tout cas les agriculteurs d'Heineken qui produisent l'orge, etc. Donc pour produire des engrais, c'est sur le bord du canal Seine-Europe. Et on voit bien ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un premium, eh bien, il y a un projet qui peut naître. C'était pas le truc qu'on avait forcément vu jusqu'à il y a peu. Moi, je me disais, les engrais, enfin, la production d'ammoniac en France, c'est vraiment pas pour nous. Il faut l'importer.
bon, bah, visiblement, il y a un projet qui a des chances de naître dans les Hauts-de-France sur cette thématique, donc c'est plutôt encourageant. Donc il faut être là pour écouter, pousser, faciliter comme on peut, et puis de toute façon, il faut démarrer. Voilà. Et je pense que l'avenir est quand même à la production massive. On le voit encore avec Fertiggi, on le voit à Valenciennes, on le voit à Dunkerque. Il faut de la production massive, il faut massifier. Et dans les autres régions, il faut rationaliser pour aider quand même à massifier au maximum. Voilà. Antoine Ressico, on parle tout de suite de massification. Tout à l'heure, on a parlé aussi d'aller au-delà des frontières, en tout cas créer des connexions. Vous, aujourd'hui, en tant que créateur de valeur sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté, en matière d'emploi, de technologie, de compétences, d'impôts locaux et bien sûr aussi, il faut en parler, mais vous allez, pour massifier, devoir aller vous exporter et créer de la valeur ailleurs. Oui, alors cette usine, elle a une vocation européenne. C'est pour livrer des clients partout en Europe. Et d'ailleurs, je disais, le premier client est en Allemagne, et les projets, alors c'est peut-être la nature de nos produits, mais les premiers projets qui sont les plus concrets sont plutôt dans le nord de l'Europe. Une aciérie en Suède, et en Allemagne, en Norvège. Mais donc cette usine-là, qu'on pourra d'ailleurs étendre, on a suffisamment de terrain, on est sur 8 hectares de terrain, on pourra la faire grandir encore si c'est nécessaire pour adresser des volumes supplémentaires. C'est l'Europe. Mais on travaille aussi avec des partenariats à l'étranger. Donc on a noué un partenariat très important avec un EPC industriel indien, Larsen & Toubro, qui est un très gros EPC, mais qui nous permet d'adresser d'autres marchés dans le monde, plutôt le marché Pacifique ou le Moyen-Orient, et qui va permettre aussi de faire évoluer nos produits dans des espaces normatifs différents. Pour dire plus simple, on a les normes européennes, mais on a des normes américaines ou internationales. Et donc, et c'est un partenariat qui va nous aussi nous faire grandir, puisqu'ils ont accès à des projets, à des clients qui sont de tailles différentes. Chez Engie, on a vu tout à l'heure l'importance aussi, le poids l'équilibre entre les projets français et les projets qui se passent à l'étranger. Quels sont les futurs grands projets pour le groupe Engie en matière d'hydrogène? Où est-ce qu'il se situe? En France? Alors, les deux, je dirais. Les deux, idéalement, on aimerait faire des grands projets en France, évidemment. Et donc, Massilia en est un exemple. Un autre projet, alors je vais parler des projets publics, je ne vais pas faire d'annonce aujourd'hui, mais effectivement, un projet sur lequel on a communiqué l'été dernier, c'est le projet au Havre de France Kérosène. Bon, ça, c'est des projets qui sont toujours, Massilia, France Kérosène, qui sont encore sur papier, parce que, vous savez, on est des gens sérieux, tous, il n'y a pas que chez Engie, et quand on va prendre une décision d'investir sur un projet, il faut réunir les conditions pour, il faut que le cadre soit clair, il faut que le terrain soit là, il faut que l'énergie renouvelable soit sécurisée à un prix correct, il faut qu'un engagement derrière d'un client. Donc c'est un peu compliqué. Donc effectivement, on a ces deux projets emblématiques-là sur lesquels on a communiqué et qui avancent à leur rythme, et on espère pouvoir prendre des décisions d'investir le plus vite possible. Nous, ce qu'on vit, c'est tant qu'un projet est sur papier, il n'existe pas, on n'apprend pas. Donc, Et puis à l'étranger, évidemment, on regarde, vous voyez sur la carte, on a coloré Oman, par exemple, qui est un pays qui coche beaucoup de cases, que ce soit renouvelable, prix. Et donc, on a un projet qui est public avec un grand aciériste sud-coréen, POSCO. Donc là, on a déjà l'off-taker potentiel, mais c'est un projet qui est un projet un peu plus long terme, parce que là, c'est un très gros projet. On va le faire peut-être en plusieurs phases, mais effectivement, c'est un gros projet. Donc, la décision d'investir ne sera pas prise dans les mois qui viennent, mais c'est un projet auquel on croit beaucoup. Vous avez, on a coloré le Brésil, qui coche aussi beaucoup de cases. On a coloré les États-Unis. Alors, les États-Unis, il ne faut pas croire qu'on va regarder partout, parce que vous savez, c'est vrai qu'il y a encore 3 ans, moi je validais les slides qu'on envoyait pour parler des événements, et puis on mettait Engie, on travaille sur 100 projets dans je ne sais pas combien de pays, etc. Finalement, on ne communique plus comme ça maintenant. On dit,
on est sélectif, on choisit les lieux, on choisit les partenaires, on choisit, etc. Donc on est un peu plus focus. Et donc par exemple, pour revenir aux États-Unis, on ne regarde pas tous les États-Unis. Il y a 2 États qu'on regarde. Donc ça, c'est effectivement le Chili. On a déjà fait des choses. On produit l'hydrogène pour des chariots élévateurs, pour un entrepôt. Bon, c'est un petit projet, mais on espère faire des grands projets. Donc je vous dis, c'est vrai que en tant qu'énergéticien, alors on est internationaux maintenant, mais parce que Engie on travaille autrefois dans 70 pays. Maintenant, on est plutôt concentré sur 35 pays. Mais on est quand même essentiellement français, et c'est vrai qu'on aimerait bien faire un truc à la maison quand même. Donc voilà, j'ai cité Mosaïque, j'ai cité France Kérosène, mais vous avez aussi les projets d'infrastructure avec GRT Gaz, Mosaïque. Mais Mosaïque, c'est une brique on espère un corridor, les fameux backbones, qui peut-être ça viendra d'Espagne. Il faut penser, la France, on sera un pays de production, on sera un pays de transit, on sera un pays d'import aussi, probablement un jour, parce qu'on ne pourra pas tout produire. Donc c'est ça qui est intéressant, et aussi chez Engie, parce qu'on est le long de la chaîne de valeur, donc on regarde tout ça, et on voit les choses se monter les unes après les autres. Donc grand projet, j'ai cité production infrastructure, mobilité, c'est des réseaux de stations. On espère en développer effectivement dans les territoires, avec les territoires. Voilà, c'est ça les grands projets. Mais je n'ai pas d'annonce particulière à faire aujourd'hui. Bon, peut-être la prochaine fois. Est-ce que nous allons terminer cette discussion? Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Sinon, oui, Jean. Et après Jean-Claude. Jean-Claude. On est en train de faire un bilan d'étape, avec effectivement une avancée. Moi, je ne vais pas vous faire peur, mais j'étais vice-président bourguignon. On parlait de quoi en énergie? De ce qui se passe au Creusot, à Châlons, des grands composants du nucléaire, et c'était plutôt la Franche-Comté qui parlait d'hydrogène, et on n'était pas à ce stade de connaissance et du développement. Et je pense que si aujourd'hui il y a une étape qui est franchie, il y a encore des projets, et je pense que la recherche et le développement doit être massive, parce qu'on voit bien que il y a des grands projets de distribution, etc., stations, mais il y a aussi des applications. Il y a des gens qui veulent faire du rétrofit de véhicules, etc. Il y a encore une proportion importante de recherche. Je pense que pour ceux qui sont beaucoup plus au fait de cette question que moi, on voit tous les jours dans la presse des nouveaux process, des nouvelles technologies, on voit des nouvelles approches. Et je pense qu'il faut continuer de travailler ça dans l'intérêt de cette filière. Et surtout qu'effectivement, elle ait les moyens ensuite de vendre à un coût acceptable à l'échelle nationale, mais bien au-delà. Jean. Je pense qu'on ne dit pas assez que l'hydrogène crée sa propre économie, d'une certaine manière. Et je pense à tout le développement qu'il peut y avoir avec les SAF, enfin les e-carburants, et c'est quand même énorme. Et alors, ça a été dit hier, aujourd'hui, c'est dommage que dans les projets, on demande 100% d'off-taker ou 50%, il faudrait que ce soit beaucoup moins. Bah oui, c'est quand même vrai. Mais je prends un exemple. Bon, sur le projet de Valenciennes, on a quand même eu des longues discussions avec la collectivité. Il disait, mais un électrolyseur, cette usine, ça donne pas beaucoup d'emplois. Et c'est vrai que c'est quand même le réflexe du pouvoir public de toujours comptabiliser les projets en termes de qu'est-ce que ça ramène en emploi. Alors c'est vrai, mais en même temps, c'est des cols blancs. Et puis ça va amener d'autres projets et ça va construire un écosystème. Et hier a été récompensée la société Energo. Energo a un projet à Valenciennes qui pourra peut-être se mettre à côté de la Gigafactory. Donc ça donne de l'hydrogène pour faire des tests, mais ça peut aussi créer une production de Sustainable Aviation Fuel sur place. Et puis derrière, vous avez Toyota, vous avez Stellantis qui sont déjà sur l'hydrogène, mais s'ils savent qu'il y a un écosystème hydrogène, ils vont se dire, si on agrandit des systèmes, ce ne sera pas à l'autre bout du monde qu'on va le faire, ça sera là. Enfin, voilà. Donc il faut être très prospectiviste quand même sur l'hydrogène. Alors je sais que quand on finance des projets, ce n'est pas la première question, on regarde le business plan, mais côté pouvoir public, il faut avoir cette vision très long terme, de se dire qu'on change de monde et que l'hydrogène nous fait basculer dans un nouveau monde. Il ne faut pas avoir peur des risques qu'on prend aujourd'hui. En tout cas, certains porteurs de projets de Gigafactory prennent ces risques-là. Et c'est ce qu'ils demandent finalement, c'est d'être accompagnés par la puissance publique, par les financeurs, sur ces risques qu'ils prennent eux-mêmes. Antoine.
Oui, en conclusion, peut-être revenir aussi à Dijon, puisque c'est là qu'on est aujourd'hui. Et on a inauguré lundi, enfin la métropole a inauguré lundi tout un dispositif avec un électrolyseur, avec des stations, alors qui ne sont pas à l'échelle des grands projets dont on a parlé tout au long ici, mais qui sont des outils concrets avec un vrai écosystème, là pour le coup, une chaîne de valeur, il y a un incinérateur, tout ça, ça a été pensé et c'est ça qui nous fait progresser aussi. Et d'ailleurs, le site il est magnifique, les stations, voilà. Donc j'invite tout le monde, si vous ne l'avez pas déjà, vous ne pouvez pas encore recharger votre voiture, je crois, mais ça va pas tarder. Si, hier ça s'est fait, il y a eu un rechargement hier. Oui. Pardon, voilà. Je l'ai fait hier. Ah, très bien, Franck, voilà. Je vais conclure là-dessus. Je dois remonter demain la voiture hydrogène Engie qu'on avait descendue, qui a véhiculé quelques VIP hier. Et donc mon stress, c'était de la recharger parce qu'il n'y a pas beaucoup de stations dans le coin. Et la station, effectivement, n'était pas opérationnelle lundi pour des raisons de sécurité, parce qu'il y avait du public, etc. Et donc, je peux vous confirmer qu'elle fonctionne, parce que j'ai rechargé la Nexo hier, donc je peux rentrer à Paris demain. Et Loïc Voisin aussi d'Icettco, pareil, je crois qu'il est passé après moi. Il est aussi allé recharger son véhicule. Mais Loïc Voisin a rechargé hier soir aussi. Donc je confirme que l'installation fonctionne. Voilà. J'ai droit à un mot de conclusion quand même, malgré ça. Oui. Non, juste peut-être pour rebondir sur, effectivement, on a pas mal parlé des problèmes, là, des retards, etc. Donc, on croit tous, enfin, j'espère que vous, dans la salle, vous êtes d'accord. Alors, l'hydrogène, c'est pas la panacée, ça résout pas tous les problèmes, c'est une des solutions. Ça sera la solution pour certains secteurs de la mobilité lourde ou intensive et de l'industrie. Il n'y a pas photo, c'est la seule solution pour certains secteurs, donc on y croit. Simplement, c'est un peu plus compliqué que prévu. Donc, recherche et innovation, très bien. Apprenons ensemble, partageons sur etc. Et osons prendre des risques, parce qu'effectivement, ça ne sera pas financièrement viable du premier coup, mais on est là pour bâtir une filière, donc soyons fiers de ce qu'on fait, parlons-nous, osons ensemble. Et alors, c'est vrai qu'il y avait une ambiance peut-être un peu moins festive, il y avait moins de politique ici à Dijon, pour des raisons qu'on connaît. Il y a une petite vague hydrogène, mais non, allons-y. Alors soyons positifs, optimistes, pragmatiques, mais optimistes. Voilà. Oui, et puis moi, en tout cas, dans les échanges qu'on a pu avoir encore hier et puis ce matin, notamment avec le projet Imagine, ça donne de belles perspectives, en tout cas pas que dans les territoires, puisqu'avec cette connexion sur l'Europe, c'est plutôt moteur. Et puis dans les autres territoires, comme à Dijon, on en a beaucoup parlé, la région Occitanie aussi qui s'est exprimée hier, où il y a une vraie création de valeur dans les territoires, sur la région des Hauts-de-France. On sait que dans le sud, ils n'ont pas pu être présents, mais dans la région sud, il y a aussi des projets porteurs de création de valeur sur leur territoire. Donc voilà, et puis au Havre, bientôt, avec Engie. Donc non, je pense qu'il y a de l'optimisme. En tout cas, on a peut-être quelques minutes avant la fin, avant d'aller faire une pause déjeuner, pour recueillir une ou deux questions, si vous en avez dans le public. Tout a été clair. Il faut leur donner un petit expresso pour... on se réveille. On les a endormis. Eh bien, c'est parfait. Alors, tout était limpide. Vous pourrez retrouver nos intervenants peut-être à la pause déjeuner pour ceux qui souhaitent approfondir quelques sujets. Et puis, on vous retrouve à 14h pour la suite des ateliers. Bon appétit à tous. Et merci Marion.